Bon, ben, je suis content d'être parmi vous ce soir. Et même que je dirais, suivant ce que dit Simon, je suis même soulagé d'être parmi vous ce soir parce que après que Simon m'a invité en pointant l'histoire inachevée de la micro-polémique autour des parois de Notre-Bocal, j'ai craint quand même que tout à coup, ça recommence. Hein? Et là, par ça, ce que j'entends, c'est le malaise qui étreint celui qui n'est pas habitué à la mésentente, au chamaillage, comme une sorte d'adrénaline de combat, l'adrénaline qu'on a quand on est des enfants dans une cour d'école. Une adrénaline d'ailleurs que je porte très mal. Donc j'avais peur que ça recommence. Et là, dans le cadre dans lequel il m'a invité, je me suis dit, justement, je pourrais me faire justice moi-même, mais sans me faire justice moi-même comme un justicier, plutôt peut-être montrer mieux ma démarche dont les parois de Notre-Bocal est un peu, si on veut, une parodie ou une caricature, puisque, évidemment, c'est un texte de blog et c'est pas un article savant. Avec la distance, le texte des parois de Notre-Bocal a plus de 8 mois. Je crois avoir bien saisi la nature de l'imbroglio et je pense que le temps de cette présentation-là, je vais pouvoir, sinon rétablir les choses, du moins les développer. Parce que, en fait, ma propre perception des parois de Notre-Bocal est assez différente de celle qui a été évidemment entendue par mes détracteurs. J'aime ça dire mes détracteurs, j'aime ça avoir des détracteurs, c'est quand même quelque chose de rare qu'on a dans une vie. Lorsqu'il me semblait dénoncer le côté systématique de la sociologie littéraire, puisqu'il me semblait que mon texte le faisait par la caricature, plus particulièrement le modèle bourdieusien, on croyait me voir sérieusement vêtir ce que j'appelle la houppe du sociologue, et on dénonçait alors à dessein ma médiocrité dans le domaine. Je ne suis pas un sociologue. Là où, en fait, je jouais à analyser la littérature sans les textes, je me riais, en fait, c'est ce que je voulais faire. Je voulais rire de la méthode, de cette méthode qui analysait la littérature sans les textes, manquant par là l'essentiel. Mais ce qu'on m'a reproché, c'était d'analyser la littérature sans les textes et d'y manquer l'essentiel. Vers la fin de mon texte, je me suis mis à saluer avec enthousiasme la valeur savoir au centre du Cartanier, de la très en vogue maison Le Cartanier. On me reprochait plutôt d'enfermer la production de cet éditeur dans la sphère d'influence strictement universitaire. Et là où, enfin, je supposais, dans les dernières lignes de mon texte, qu'un jour quelqu'un écrirait à propos du Cartanier une dénonciation du style qu'avait faite Pierre de Boisdeffre contre le nouveau roman. Certains ont lu, et là, ça me dépasse un peu, ont lu que je trouvais la pratique du Cartanier stérile et surfaite, sous-entendant par là que le nouveau roman l'était stérile et surfait. Là, sur ce point, là, j'aimerais tout de suite clarifier les choses. Comme plusieurs lecteurs, comme plusieurs critiques, comme plusieurs auteurs, bref, comme plusieurs lettrés de ma génération, j'ai une vague nostalgie pour l'avant-garde. Je la désire sans la voir, je la vois sans qu'elle y soit, et je la copie sans l'atteindre. Donc, je serai toujours du côté d'Alain Robbe-Grillet. On ne peut pas dire que, finalement, par cette référence-là, je voulais dénoncer le Cartanier. Donc voilà, c'était la portion réglage de compte. Maintenant, je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Parce que, évidemment, je pense qu'un des gros problèmes de l'effet polémique qu'il y a eu il y a 8 mois, c'est que c'est une affaire de ton. Et je pense qu'aujourd'hui, ma conférence va avoir un ton, donc ça va tuer toute polémique dans l'œuf. Lorsque je vais être ironique, ça va se sentir dans ma voix, je vais être plus aigu, vous allez le savoir. Vous allez comprendre que j'aime le corpus dont je parle, puisque je vais accélérer le débit, puis je vais me mettre à gesticuler. Donc tout le monde va savoir que j'aime ce dont je parle et que même que je me contente pas de le respecter, le corpus dont je parle, je l'étudie. Donc c'est comme un méta-respect. Qui plus est, j'admets que les parois de Notre-Bocal, et là ça va vraiment être mes derniers mots sur le sujet, ne donnaient sûrement pas les outils adéquats à son lecteur pour bien le décoder. Je pense que j'ai préféré la belle phrase à la pédagogie, ce qui aura engagé des frais du côté de la compréhension. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'être très simple. Si je parle trop vite, au moins c'est enregistré. Donc voilà. Je me propose ce soir donc de formuler un certain nombre de remarques sur la littérature contemporaine du Québec. Ma volonté est assez générale pour que je ne pénètre que superficiellement dans les œuvres, donc je m'en excuse d'avance. Ces remarques vont essayer d'expliciter quelle place la littérature actuelle occupe dans le grand récit plus ou moins téléologique de la littérature québécoise.
Donc, je vais m'appuyer sur plusieurs théories, déjà anciennes, que ce soit celle de Michel Biron, Pierre Neveu, Gilles Marcotte, André Bello ou encore Jean-Charles Falardeau, pour voir ce que ces hypothèses peuvent éclairer de notre littérature actuelle, mais voir aussi ce qu'elles peuvent déformer, puisque ces lumières, un peu rétro parfois, vont en effet donner des drôles de formes à la littérature actuelle. Aussi, j'en conviens, il est un peu présomptueux de traiter de la littérature actuelle, puisque là d'où je parle, je ne connais évidemment qu'une certaine littérature actuelle, une petite fraction qui est peu représentative d'une pratique générale des lettres au Québec. En constatant qu'entre septembre et novembre, cet automne, quelques 1600 titres québécois vont paraître dans nos librairies, là, c'est vraiment Catherine Vrikakis le citait, bon, c'est le chiffre qu'on entend. Je peux vous dire que mes propos ne vaudront rien en termes statistiques. Néanmoins, je vais généraliser à souhait, ce sera plus simple. Donc, j'appellerai tout au long de cette présentation la pratique littéraire de champ restreint qui constitue mon corpus. Je vais l'appeler la littérature québécoise actuelle. Donc, tant pis pour le reste, mais il faut faire des choix. Mon postulat de base se lit dès le titre de ma conférence, une littérature faite. C'est un syntagme que j'oppose évidemment à l'essai de Gilles Marcotte, publié en 1962, une littérature qui se fait. Bon, notez pour le moment deux aspects. D'une part, mon titre annonce une réussite. La littérature québécoise est faite. On a réussi. Le projet n'est plus à faire ou en train de se faire. D'autre part, mon titre suppose également une fatalité. La littérature est faite. Elle est finie. On peut penser que la société et ses forces vives passeront à autre chose. Enfin, je voulais dire que j'exauce certains fantasmes ce soir en procédant par remarque plutôt que par argument. Depuis quelques années, je vois des grands chercheurs faire leurs présentations comme ça, avec des remarques. Je me dis qu'un jour, je vais être assez grand. Faute d'avoir atteint cette grandeur aujourd'hui, je crois que le lieu, qui est un bar, m'appelle à avoir l'air plus grand que je ne le suis. C'est comme ça qu'à 16 ans, on réussit, je comprends toujours pas comment, surtout dans mon cas, à mystifier le dolmen et à pénétrer dans les lieux de perdition. Donc, sans plus attendre, je vais mystifier le dolmen et voici mes remarques. Donc, ma première remarque touche le fantasme du carnaval. L'hypothèse de la carnavalisation du roman québécois me vient d'André Bello, qui lui-même l'emprunte ou s'en inspire de Michael Bakhtin. Bello, disons, pour faire bref, puisque c'est un concept qui est plus compliqué que ce que je vais présenter, définit la littérature carnavalisée comme suit. C'est une œuvre appartenant à la littérature, donc une œuvre sérieuse, qui a été imprégnée par la culture populaire, laquelle se trouve transposée dans le texte littéraire. C'est le discours, en fait, connoté sérieux et le discours connoté populaire qui s'opposent. Le bas, si on veut, intègre une forme de discours, dans le cas qui vous intéresse, la littérature, qui est une forme sérieuse en soi, donc le haut. Il y a un effet de destitution, de rire, bref, de carnaval qui en découlerait. L'exemple qu'a utilisé Bello, mais aussi qu'utilise Michael Bakhtin, est tiré de Gargantua de François Rabelais. On est très loin de la littérature actuelle, mais j'y viens. Le carnaval se joue dans cette œuvre, chez Rabelais, en fait, par le biais d'une destitution quasi systématique de la faculté de théologie et par là de l'université. Ce n'est pas la théologie en soi qui est attaquée, note Bello, mais la représentation sérieuse, c'est-à-dire normée, soit l'institution qui est rabaissée. Dans le cas de Rabelais, c'est l'université qui est attaquée et donc pas la théologie en soi. La carnavalisation de la littérature québécoise, plus particulièrement, s'observerait après les années 1950, selon Bello. Alors, le rapport, à ce moment-là, le rapport à la norme sérieuse, c'est-à-dire au code romanesque français, pour ne parler que du roman, puisque c'est vrai que je vais parler davantage du roman, se modifie. La littérature québécoise prend conscience alors de son hétéroglossie et le respect du code sérieux et de la bonne littérature serait remis en question de façon radicale. Ce serait le cas, par exemple, chez Marie-Claire Blais, chez Jacques Godbout, chez Régent Duchâme, chez Claude Jasmin, et ce, dans les années 1960 et 1970. Se découvre à cette époque la vertu du langage populaire, son système de valeurs et, disons, son système discursif d'appréhension du monde. Conséquence, la culture populaire investirait la culture sérieuse, la modifierait, l'affronterait, travaillerait donc à la destituer. Pour Bello, le roman québécois serait carnavalesque puisque sa société le serait. Il y a un certain réalisme chez les romanciers qui reproduiraient ainsi le carnaval discursif du Québec de la seconde moitié du 20e siècle. Mais d'une certaine manière, le carnavalesque québécois, c'est aussi le pendant euphorique de notre anti-intellectualisme.
Le fantasme du carnaval a été repris, contesté ou confirmé à différents moments par différents critiques au Québec. Notamment Michel Biron, dans son absence du maître, note que nous participons à un monde carnavalesque par défaut, un monde qui ne s'élabore pas contre la structure, mais dans l'absence de structure. Dans cette société d'épiciers, pour reprendre l'expression de Crémazie, il n'y a pas d'institution véritable à destituer sur le plan de la littérature. De cette absence, donc absence hiérarchique comme absence de normes, naîtrait le sujet liminaire vivant dans une communauté. C'est vraiment Biron qui le dit. Et ce sujet, ajoute-t-il, se méfie de toute institution, puisqu'il n'existe que dans et grâce à ce vide institutionnel. Le carnaval comme fantasme ne peut souffrir la norme. Il faut certes un discours sérieux, ici la littérature, mais qu'on peut réinvestir, mais sans le bon usage qui vient parfois avec. On comprend que donc le carnavalesque redonne au bas, à celui qui ne sait pas, une place de choix. L'artiste dans la société québécoise, par exemple, comme dans les romans qu'il met en scène, va toujours être préféré à l'intellectuel. Le premier est fait d'intuition et pure expression. Le second est plutôt communication, structuration, culture, bref, institution. Mais dans la littérature québécoise actuelle, hors du texte et dans le texte, il semblerait que nous en soyons revenus du fantasme du carnaval. Que nous en soyons revenus du carnaval, mais pas de son fantasme, lui qui est encore bien prégnant. Un fantasme qui est observable par différents résidus carnavalesques. Mais nous serions revenus par contre de la possibilité de la réalité carnavalesque. On veut encore le carnaval, on veut décrire un carnaval, mais celui-ci ne se colle plus à notre réalité. Parce que le réel québécois actuel est archi-institutionnalisé. La culture québécoise semble maintenant normée, construite, structurée, et la société des romans ne peut plus s'ériger contre un néant. Je propose de l'observer rapidement dans un des romans les plus marquants de la décennie 2000, soit La Logeuse d'Éric Dupont, qui a été publié en 2006. D'abord, il faut dire que c'est un roman post-1995, au sens où la défaite-victoire du référendum, défaite-victoire étant selon le côté où on se situait, se trouve rejouée dans l'opposition des langages et des cultures. Notamment le 30 octobre 1995, comme le mentionne le narrateur, un enfant nommé Kevin Crachin, somnambule entre le sommeil et l'éveil, à Notre-Dame-du-Cachalot, qui est un petit village de Gaspésie. Il profère une phrase que je vous lis. Il dit « Quelques conques québécoises craquent dans un cul-de-sac ». Donc, de cette phrase-là, aussitôt le village s'éveille en sursaut et en colère et entreprend, avec un horrible succès, de lapider l'enfant. Donc, l'enfant est lapidé par cette scène inaugurale qui représente le référendum de façon implicite, puisque c'est le 30 octobre 1995, la date du second référendum. Donc, le référendum est mis en scène de façon implicite. Et ce qui est mis en scène aussi, c'est une opposition entre le discours nationaliste, la culture nationaliste, qui est une culture populaire à Notre-Dame-du-Cachalot, et une culture littéraire que représente Kevin Crachin par sa phrase, qui est un vers, finalement, fait d'allitération. Donc, c'est ce jeu des deux oppositions, de deux cultures populaires, qui va être, il me semble, au centre de La Logeuse tout au long du roman, et que je vais essayer de présenter. Donc, plus tard, on est rendu environ à la moitié du roman. La protagoniste, Rosa, qui est une jeune autodidacte issue de Notre-Dame-du-Cachalot, elle aussi, qui est nourrie à Marx et au prolétariat, se retrouve à Montréal et à son tour confrontée à ce qui semble être la culture populaire qu'elle dédaigne aussitôt. C'est que la culture populaire est plutôt la culture nationaliste, qui prend les atours de sagas historiques écrites par Michou Minou, c'est Madame Autrefois que ça s'intitule, et ces sagas historiques sont encensées par la Société Saint-Jean-Baptiste. Or, la protagoniste oppose à ce roman vraisemblable, dans une scène qui est assez drôle, le conte, le conte qui est fait d'analogies où, dit-elle, la véritable culture populaire s'exprime. La scène est drôle dans le sens où c'est la logeuse Jeanne qui essaie de faire avaler à ses locataires le conte Madame Autrefois, le roman Madame Autrefois de Michou Minou, alors qu'elles veulent lire des contes du type de Rose la Tulipe et de la Chasse-Galerie, qui sont des contes de création personnelle, par contre, qu'ils ont créés elles-mêmes. Donc, pour faire valoir son argument, par contre, de façon étrange, Rosa oppose à Michou Minou, qui est, si on veut, l'antimodèle, elle oppose Franz Kafka.
Donc, le statut même de la culture populaire que veut défendre Rosa semble tangué, parce qu'à la pop culture du roman historique s'oppose la culture populaire, qui est censée être folklorique, du conte et ses invraisemblances, mais si la première, donc la pop culture, est parasitée par un discours chauvin, nationaliste, idéologisé au possible, la seconde est libre, indépendante, mais trouve ses racines dans une culture monde, une culture d'élite même, dont Franz Kafka est le digne représentant. Donc, ajoutons à cela que la défense de Michou Minou est donc assurée par la logeuse, comme je l'ai dit, et que cette logeuse s'avère, et là c'est un punch du roman, je suis désolé pour tout le monde, que la logeuse, ça va être nul autre qu'une sorte de démon immortel qui aurait été nommé Jeanne d'Arc à une autre époque, et donc qui aurait été vraiment la Jeanne d'Arc du Moyen-Âge. Et donc, du coup, on sent vraiment grincer particulièrement la corde nationaliste. Et de l'autre côté, le conte kafkaïen est lui défendu par une marxiste, Rosa, et des amis ontariens et antillais. Donc, nous voilà donc avec deux conceptions de la culture dite populaire qui se disputent à l'intérieur de la logeuse. La première est plutôt herdérienne et définit une identité contre les autres identités. C'est la culture québécoise qui est québécoise parce qu'elle n'est pas américaine, par exemple. Et la seconde est universelle. Elle donne à la culture une gratuité. Elle sert à distraire, à exprimer des choses. On connaît toutes les idées reçues concernant la culture en général, voire la culture générale dans notre société mondialisée. Plus encore, elle est prolétaire, donc cette culture est prolétaire, issue d'une classe sociale bigarrée, donc aux origines diverses. Pour reprendre le schéma carnavalesque, c'est la culture populaire institutionnalisée, la culture nationaliste, que porte notamment la Société chez Jean-Baptiste, qui est aussi une culture qui est publiée par un éditeur, contrairement au conte. Donc, c'est cette culture nationaliste qui est destituée tout au long de la logeuse, et à laquelle on oppose une culture libre et prolétaire. Mais ajoutons à cela les mots d'Éric Dupont en préface à l'édition de poche de ce roman, et la confusion de ce qu'est la culture populaire en regard de la culture sérieuse atteint son paroxysme. Éric Dupont écrit donc en préface, là je le cite un peu longuement, il dit « La littérature québécoise que j'avais lue adolescent et celle qui s'étalait sous mes yeux me semblait manquer cruellement de magie. Je ne retrouvais dans nos livres ni la grandeur presque irréelle de nos paysages, ni la folie de nos légendes. La vraisemblance, la psychologie et le matérialisme régnaient sans partage dans l'imaginaire québécois, celui qui avait pourtant enfanté la légende de la chasse-galerie et l'histoire de Rose la Tulipe. C'est de cette préoccupation qu'est né le village de Notre-Dame du Cachalot. » Donc, dans cette note d'intention, on voit que, selon Dupont, la culture sérieuse qu'il veut concurrencer par son roman, et qui ressemble beaucoup d'ailleurs au conte folklorique que défend Rosa, cette culture sérieuse, c'est Michou Minou et la saga historique. Donc, il est difficile d'accepter en fait cette inversion dans les termes, hein, et plutôt que d'en tirer des conséquences importantes, je vais me contenter de répéter que le carnaval et ses nécessaires destitutions ne sait plus où donner de la tête, car la culture populaire en soi ne sait plus répondre à une définition qui paraîtrait évidente, ou enfin aussi évidente que celle que repérait André Bello dans les années 1970. Donc, voilà où me mène ma première remarque à un problème. C'est un peu mon problème, mais c'est peut-être surtout celui de la littérature québécoise actuelle. On se demande, on veut savoir, en fait, parce qu'on l'a perdu quelque part dans notre histoire récente, ce qu'est notre culture populaire. C'est d'ailleurs le dénouement de Cultura, une nouvelle de Patrice Lessard, publiée dans Je suis Sébastien Chevalier. Devant un discours de Lucien Bouchard, quelques jours avant le référendum de 1995, lequel discours se termine en soulignant l'importance de l'indépendance du Québec pour notre culture, ici évidemment culture au sens herbérien. Un immigré s'esclave et hurle comme un fou « But what is culture? » Bon, il faut savoir que l'immigré, c'est un Polonais que ça fait des années qu'il n'est pas sorti de chez lui, il fait juste regarder la télévision en essayant de terminer son doctorat en géologie. Donc, on peut lire un problème semblable dans les romans de François Blais, qui montre ni plus ni moins des personnages de classe populaire baignant dans une culture sérieuse, de Proust à Bakhtin, en passant par Henry James, James Joyce et consorts. Et là, il me semble que la destitution culturelle est encore bien difficile à jouer dans ces exemples. Donc, la question de notre culture populaire paraît finalement assez évidente. C'est le postmodernisme et la mondialisation qui l'imposent d'une certaine manière. Mais ce qui me semble frappant, c'est du moins dans les années 2000, le bégaiement de cette question qui est reprise dans les œuvres de Savalet de Catherine Avrikakis à la vie littéraire de Mathieu Arsenault. La recherche de la culture populaire s'y joue sur divers tons et reprend, il semblerait, le fantasme carnavalesque. Comme si ce carnaval euphorique permettrait de se libérer de l'anti-intellectualisme auquel contraint notre littérature liminaire.
Remarquez, il n'est pas dit que cette recherche du carnaval, ce fantasme du carnaval, n'ait rien trouvé. On a souvent noté l'importance, dans les années 1990 et de nos jours, du roman adolescent. Ce roman reproduit assez bien les signaux carnavalesques. C'est la culture sérieuse de la littérature, investie par un discours populaire par défaut, celui de la jeunesse prénormative. Les critiques de ces textes soulignent souvent que le langage y est malmené, s'y introduit un patois particulier à la jeunesse, s'y introduit l'anglais, par exemple, ce qui sont des signaux carnavalesques. Aussi, on constate que la vie culturelle représentée dans ces œuvres est assurément populaire. La culture de la jeunesse est populaire, là aussi, par défaut. Donc, cette enfance perpétuelle, si on veut, est le dernier fantasme de notre fantasme, le dernier bastion de notre fantasme carnavalesque, le dernier véritable lieu commun de notre culture. Et donc, j'en viens tout de suite à ma seconde remarque, sans conclure celle-là. Je pense que c'est le genre de liberté qui permettent les remarques, de passer de l'une à l'autre à saut et gambade. Donc, ma seconde remarque touche la littérature québécoise comme littérature de spécialistes. Ouais. Donc, Jean-Charles Falardeau, sociologue de son état, écrivait au début des années 1970 dans un essai sur la littérature, il écrivait « La critique a occupé une position dominante dans l'histoire de la littérature du Canada français. » C'est le rôle, en fait, de personnages comme l'abbé Casgrain ou encore Camille Roy, dont discute Falardeau. Il ajoute d'ailleurs l'évolution de nos lettres à l'allure d'un dialogue entre ceux qui produisent et ceux qui réfléchissent sur ce qui a été ou va être produit. Écrivains et critiques ont contribué à parts égales à donner à notre littérature son caractère auto-interrogatif, introspectif, souvent narcissique. Donc, ce dialogue engage une littérature narcissique, dit-il. Ici, se garde de le juger. Il dit plus loin, lorsqu'il parle des recherches scientifiques en art depuis le début du 20e siècle, il dit que ça amène à une littérature, à une peinture pour peintre, à une musique pour musicien, et là, avec dédain, il dit à une littérature pour littérateur. Donc, ce constat de Falardeau, il est repris ailleurs, notamment par Lucie Robert, qui écrit, parlant de l'histoire littéraire, mais aussi de la littérature contemporaine. Elle dit « La littérature québécoise reste une littérature de spécialistes, lue par des spécialistes et largement ignorée du grand public. Elle ne se suffit pas à elle-même, contrairement à la littérature française, portée par les programmes scolaires encore aujourd'hui, et contrairement à la littérature américaine, qui repose sur une institution faible, mais sur un marché puissant. » Enfin, Gilles Marcotte évoquait cette réalité à sa manière en 1981 dans son article bien connu « Institution et courant d'air », où il écrivait, je le cite, « L'originalité la plus certaine de la littérature québécoise dans le monde actuel lui vient moins de ses œuvres, quel que soit le jugement porté sur elle, que de son caractère institutionnel fortement marqué. » Au Québec, il dit « L'institution précède les œuvres, elle se crée dans une indépendance relative par rapport aux œuvres. » Donc, littérature de spécialistes, littérature de littérateurs, littérature indépendante des œuvres, la littérature québécoise existe dans son dialogue avec elle-même, semble assurer ces trois critiques. Il est vrai que ces œuvres, comme celles de Gérard Bessette, de Jacques Godbout ou d'Hubert Aquin, ont discuté de la littérature québécoise en la faisant. Les romans avaient cette polyphonie et leurs auteurs aussi, à la fois créateurs et critiques ou créateurs et universitaires. Il semble pourtant que ce constat ne prend tout son sens qu'en regard de la littérature actuelle, où le professeur et le critique donnent la pleine mesure de leur rôle. Selon Robert Dion, autour des années 1980, le roman québécois aurait atteint un moment critique. Après la littérature spéculaire qui m'enseigne le romancier à l'œuvre ou le romancier dans sa société, voilà qu'on nous présente le critique et le professeur qui dissertent sur d'autres œuvres, qui analysent, émettent des hypothèses diverses. C'est l'évolution normale de cette littérature de spécialistes. Le dialogue fécond du créateur et du critique donne tranquillement au critique une importance diégétique. Il devient sujet et objet. Il devient l'énonciateur du roman, aussi bien que son récepteur, son lecteur modèle. Et là, on peut s'étonner qu'il n'y ait pas de critique aujourd'hui. Impossible qu'il y ait des critiques aujourd'hui. Les critiques sont dans les œuvres. Donc, depuis le semestre de Bessette et Agonie de Brault, les exemples de fiction critique paraissent nombreux. Or, à ma lecture de la pratique littéraire contemporaine, il me semble certes apercevoir ces personnages universitaires, ces discours spécialisés, mais avec eux la lassitude, l'inconfort entre deux statuts qui paraissent de plus en plus antithétiques. Le spécialiste est mis d'un côté et l'écrivain de l'autre.
de façon plus ou moins claire, plus ou moins extérieure. On peut constater chez les narratrices de Borderline de Marie-Cécile Labrèche et de Ça va aller de Catherine Mavroukakis cet agacement face à la légitimité pompeuse des professeurs de littérature. Leur facticité, leur pouvoir, leur suffisance sont alors dénoncés. Mais les choses me paraissent encore plus éclairantes lorsque, dans l'énonciation même, par une sorte de schizophrénie, l'écrivain repousse la part d'exégète et d'universitaire en soi. Dans La Maison étrangère d'Élise Turcotte ou encore dans Une estafette chez Artaud de Nicolas Tremblay, chez Jean-Philippe Martel et son Comme des Sentinelles, on rencontre des personnages de thésards où les thèses s'opposent au roman En marche, où elles constituent, si on veut, la stase à surmonter. Ainsi, chez Martel, pour ne reprendre que son exemple, la narration de Vincent Sylvestre joue sur deux temps. Celui de la vie quotidienne d'un intellectuel qui tente de régler des problèmes amoureux et par là ses problèmes de consommation de drogue, et celui de crise littéraire du 18e et 19e siècle. Donc, d'un chapitre à l'autre, on passe de la vie à la classe d'université où Sylvestre donne son cours pour qu'à la fin, il paraisse clair que la thèse en friche du personnage, qui est un thésard également, en plus d'être chargé de cours, est un peu ce qui permet de mettre en marche le roman que nous lisons. C'est d'autant plus manifeste que les cours que donne Vincent Sylvestre se proposent comme étant des analyses de la vie qu'il propose dans les autres chapitres. Dans Document 1 de François Blais également, on rencontre un écrivain expérimental, docteur S. Lettres, auteur d'une thèse sur le temps chez Paul Valéry, qui permet à deux drôles d'autodidactes de lui voler son identité. Ces autodidactes veulent écrire un roman en son nom et ultimement gagner une bourse du Conseil des arts. Donc cette trame-là montre encore une fois l'écrivain d'un côté, les deux autodidactes qui prennent la plume, et l'universitaire de l'autre, qui est une personne désabusée, qui, après son doctorat sur Paul Valéry d'ailleurs, s'est mis à construire des bateaux à grand-mère. Donc on a de l'avenir. Bon, chez Daniel Grenier, au gré des nouvelles, de Malgré tout, on rit à Saint-Henri, on rencontre quelques thésards qui abandonnent tout pour se consacrer à la vie qui est l'écriture du texte que nous voyons en marche. De façon plus drastique encore, Patrick Nicole, auteur, rencontre Patrick Nicole, enseignant, dans La blonde de Patrick Nicole. Dans ce roman étonnant, la schizophrénie entre les deux fonctions prend tout son sens puisque se dédouble de façon fantastique ou métaleptique au choix, je ne veux pas être arbitraire, se dédouble donc le personnage de l'écrivain et du spécialiste. Donc d'un côté l'enseignant, d'un côté l'auteur. Et la fatigue que contient une phrase de Patrick Nicole enseignant me semble résumer la lassitude qu'on perçoit dans toute une production métafictionnelle du Québec actuel. Il dit, ce Patrick Nicole enseignant, la littérature est ce genre de vieille personne qui ne réussit qu'à parler d'elle-même. Cette phrase, qu'il applique un peu à Madame Bovary, me semble vraiment symptomatique d'un air du temps, si on veut. Donc, cette lassitude face à une littérature de spécialistes mène à deux constats. Le premier recoupe un peu le fantasme du carnavalesque. La littérature veut renouer avec un populaire auquel s'oppose nécessairement la spécialisation. Il s'agit alors d'abandonner le terrain d'une littérature et d'une institution spécialisée pour une vie, qui est l'amour, l'aventure, l'existence. C'est d'ailleurs le mouvement qu'on observe dans les œuvres que je viens de regarder rapidement. Le second constat est d'ordre hiérarchique. J'ai dit plus tôt que, suivant ce que disait Gilles Marcotte, que l'institution précède les œuvres dans la littérature québécoise. On mesure bien ce que cela engage de contraintes et de castration. Comme si l'écrivain, l'œuvre, devait se contenter de remplir une case, de se poser au sein de positions normées. En ce sens, l'écrivain spécialiste peut se penser dans l'opposition dogme-liberté. La question se retrouve de façon frappante et complexe dans Pourquoi Bologne d'Alain Farah. Vous voyez ça comme une vengeance si vous voulez. L'ouverture du roman présente le narrateur frappé par un grand changement dans sa vie. Il est devenu professeur de littérature à l'université McGill. Et là, je le cite. Avant mon arrivée à McGill, jamais j'aurais pu m'autoriser une telle expression, une petite phrase simple, belle, chargée de transport. J'étais un écrivain expérimental, un homme aride. Je contrôlais mes émotions. Depuis quelques mois, les choses ont changé, j'ai changé. Un poète pastoral qui se convertit à l'avant-garde est-il nécessairement victime d'un complot? Et là, un peu plus loin, et on peut lire... Souvent, des collègues cognent à la porte de mon bureau, curieux de savoir ce que je fabrique. J'essaie de garder mon calme et je réponds « J'écris ». Ils me foutent la paix.
Donc, écrire dans le bureau de l'universitaire est l'un des enjeux d'écriture de Pourquoi Bologne. Et dans ce bureau, que retrouve-t-on? On retrouve des intertextes, évidemment. Le bureau immaculé d'intertextes, notamment un buste d'Edgar Allan Poe et une figurine qui prend la position du tireur couché, du titre du polar célèbre de Jean-Patrick Manchette. Mais on y retrouve aussi, et le narrateur met beaucoup d'accent là-dessus, une fenêtre. Et c'est sur cette fenêtre qui lui permet de sortir des intertextes, qui est mis tout l'accent de la scène en question, dont j'ai cité des extraits. Et bon, de façon quand même intéressante, ce qu'il voit en premier lieu par sa fenêtre, c'est le réservoir McTavish, où l'essentiel de son aventure sera vécu. Parce que dans ce réservoir, le narrateur, et là c'est le roman qu'il dit, le narrateur Alain Farah dans le rôle d'Alain Farah, s'élancera pour traquer le docteur Cameron. Et là je résume très grossièrement le roman, hein, je l'ai lu mais je le résume rapidement. Donc avec ce docteur, qui est un chercheur lugubre en cognition ou neurologie de l'université McGill, une discussion s'engage précisément sur l'enjeu des connaissances. Cameron lance alors à Alain Farah, et là je cite: « Je préfère être du côté de la puissance que de celui de l'idiotie, professeur. Vous préférez quémander à tous un peu d'amour en faisant des facéties pour quiconque vous le demande? » Et là, ici, les facéties auxquelles réfère Cameron, c'est l'écriture, c'est l'art. Et Alain Farah rétorque, alors explicite: « Écrire des livres, c'est bien assez pour moi. » Donc encore, l'opposition entre l'écriture et le savoir. Où est-ce que l'écriture est préférée au savoir, comme si l'écriture voulait se sauver du poids du spécialiste. Donc, cette réflexion sur le savoir, sur cette opposition du savoir à l'écriture, prend différentes formes dans Pourquoi Bologne, notamment l'apparition d'Umberto Eco dans le roman. Umberto Eco qui est, bon, dois-je le rappeler, le théoricien du lecteur modèle, sémiologue, herméneute, bref, spécialiste chez les spécialistes, et qui devenant un personnage dans le roman, si on veut, impose une théorie agissante à l'œuvre. À certains moments, notamment, il donne des trucs de narratologue à Alain Farah pour se sauver de son mauvais pas. Également, on constate un nombre important d'intertextes, je l'ai dit, mais plusieurs de ces intertextes sont relevés par des personnages ou même dénoncés par le roman lui-même, par le texte lui-même. Cette saturation ludique de référence, qui est très postmoderne, est relevée par Salomé à la fin du roman. Salomé qui est elle-même un personnage saturé d'intertextes. Ainsi, elle reproche à Alain Farah, je la cite: « Vous aimez les références, mais vous n'avez même pas été foutu de comprendre mon avertissement. Si vous aviez mieux lu le livre que je vous ai donné, vous ne seriez pas ici, comme un rat de laboratoire, sur le point de vous faire griller le cerveau. » Donc, suivant ces paroles de Salomé, on peut conclure que la piètre lecture du narrateur a permis l'aventure de l'écriture qui constitue Pourquoi Bologne, ce qui me semble vraiment bien représenter cette opposition d'une littérature de spécialistes. Ce qui révèle cet inconfort face à la littérature de spécialistes, qui prend la forme d'oppositions diverses dans la littérature actuelle, est-ce vraiment simplement un désir de se simplifier? En effet, à une littérature spécialisée devrait répondre une littérature pour tous. Hein? Or, il semblerait que l'accessibilité ne soit pas vraiment en jeu dans les fictions dont j'ai traité. C'est la question de l'espace de dialogue d'où chaque auteur parle et où il est reçu qui relève plutôt ses romans. La question du lecteur modèle, notamment. Ce roman n'est pas une thèse, lit-on parfois, au fil de ses intrigues, et on semble lire désespérément, puisque plusieurs de ses auteurs sont des thésards. Non, mon roman n'est pas une thèse, donc lisez-le. Ma troisième remarque touche la fin de la littérature, ni plus ni moins. Bon, cette remarque sera par contre plus courte parce que vous comprendrez qu'avec le colloque à venir intitulé « Une littérature qui se fait à une littérature qui se meurt », qui recoupe le titre de ma présentation, je n'ose poser de diagnostic sous peine de prendre l'apparence d'une indésirable avant-première. Ceci dit, la fin de la littérature québécoise est un thème récurrent depuis Pierre Neveu et son écologie du réel notamment. Les critiques du début des années 1990 étaient peu enthousiastes, un peu tristes même vis-à-vis de la production littéraire qui leur était contemporaine. C'est une époque de transition que le référendum de 1995 n'arrange en rien. Les dernières décennies du 20e siècle semblent inviter la littérature à cet éternel recommencement des petites cultures dont parle François Paré. Discours défaitistes sur les nouveaux auteurs, dénonciation du manque de place pour les nouvelles voix, lassitude chez les auteurs établis qu'on retrouve dans différents magazines culturels ainsi que dans des revues savantes. Bref, la morosité générale, celle de la fin du progrès moderne, donne effectivement le sentiment d'une fin de quelque chose.
jusqu'au retour. Et là, c'est bien l'éternel recommencement, le retour de l'enthousiasme autour de l'année 2003, qui est en fait un enthousiasme éditorial, puisqu'apparaissent en peu de temps des maisons d'édition telles les Allusifs, le Cartanier, Marchand de Feuilles, Héliotrope, La Peuplade, Rodrigol, Tamer et Alto. Et là, on parle de 5 ans. Donc, c'est plus qu'une maison d'édition par année. Et ces maisons d'édition amènent avec elles des nouvelles voix qui tranchent avec la littérature intimiste et ce que Yves Baudel a nommé l'hégémonie autofictive de la fin du millénaire. Notamment, Nicolas Dickner apparaît juste à temps pour fournir un happy end à l'histoire littéraire québécoise de Biron, Dumont et Nardou Lafarge. Parce qu'on sent bien qu'il n'aurait pas été aussi heureux, l'histoire littéraire ne se serait pas si bien terminée sans Nicolas Dickner. La question de la fin de la littérature québécoise apparaît dès lors un peu inactuelle, car une nouvelle génération a pris la parole, a tracé d'œuvre en œuvre son projet, qui n'est plus celui des années 1960, postmodernité oblige, mais qui exhibe des grandes lignes structurantes, le savoir comme valeur contre le bêlement d'une majorité silencieuse, par exemple, ou encore un nouvel engagement dans la parole littéraire qui est cependant très loin du piège de la transitivité sartrienne, notamment la démarche d'Alain Farah est exemplaire à cet égard. Mais malgré les projets de la littérature actuelle, elle ne peut cependant ignorer les décombres dans lesquels elle marche. Ceux d'une époque révolue, décombres qui ne sont peut-être qu'une illusion discursive colportée par les paroles ou leurs lointains échos d'une génération de penseurs et de littérateurs encore bien audibles aujourd'hui. Des croquettes. Bon. Ouais, ben... J'ai commencé ma vie en travaillant au McDo, puis les croquettes sonnaient comme ça. J'allais aller les tirer moi-même. Bon. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, au fond, cette illusion de décombre? Hein? Et là, je reviens au décombre, du McDo au décombre, il y a tout un pas. Elle nous dit qu'un projet, en fait, s'est effondré. Qu'ici et là, des frontons restent, l'arche de monuments, mais pour l'essentiel, cela rejoint un certain aorisme, hein? C'est-à-dire un temps qui n'est plus le nôtre. On est dans cette discontinuité du projet national en littérature. Il y a à cet égard la nouvelle troublante de Raymond Bock, Carcajou, qui me semble résumer durement cette inactualité d'un passé et ce besoin de ne pas le rejouer inutilement. En voulant refaire la crise d'octobre, en kidnappant un ancien ministre, mais les révolutionnaires de Carcajou ne sont pas sûrs que le poivreau qu'il kidnappe fut vraiment un jour ministre. Les personnages de Carcajou ne réussissent qu'à jouer une farce, pour le dire poliment. Ceux qui savent comment se termine la nouvelle, on voit que c'est très peu glorieux. Donc, c'est en cela qu'il me semble que la fin de la littérature québécoise trouve encore aujourd'hui une certaine prégnance dans le discours critique contemporain. On entretient la conscience des petites morts de notre littérature, des défaites desquelles elle est née, de ces auteurs illustres aux silences envahissants, jusqu'à ceux, illustres quand même, mais aux paroles anachroniques. Penser la mort de la littérature québécoise, ou la mort de la littérature plus largement, est en fait une entreprise stimulante. Elle révèle un besoin, celui de l'écrivain liminaire dont parle Biron et auquel j'ai fait référence. Ce besoin consiste à écrire à partir du néant, à refuser la structure envahissante. Rien de mieux en ce sens que de penser cette structure sous la forme d'un squelette brisé, un fossile presque, qu'on mettra sous une cloche pour y référer de temps en temps. Et j'en viens à ma dernière remarque, la littérature, malgré tout, donc pleine d'espoir. Mon problème est évidemment que j'avais 6 remarques et que je vais n'en livrer que 3,5 aujourd'hui. Mais bon, fonctionner par remarque, je pense que ça demande un peu de pratique et là, je me suis fait les dents aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai triché parce que je pense que les remarques devraient offrir d'une façon hétérogène des commentaires qui resteraient imperméables à la conclusion, hein, qu'on ne devrait pas pouvoir regrouper. Or, tout semble aller dans la même direction. Le fantasme du carnaval achoppe là où commence une littérature de spécialistes, laquelle initie le discours de la fin littéraire, comme nous l'enseignent les thèses de William Marx et autres oracles du crépuscule. Le schéma est mondialisé, il est bien connu. Lorsque la littérature se spécialise, elle se détache de la société. À se spécialiser, elle cesse de parler à cette société pour se tourner vers les pairs et autres initiés, en plaçant la forme au centre de son discours. Ainsi érigée au sommet de sa tour, la littérature se plaint que plus personne ne l'écoute. On entend alors de partout que la littérature, et sa forme vulgaire, la lecture, est dévalorisée dans la société, puis que la littérature meurt, ou enfin qu'elle ne se parle qu'à elle-même dans ses départements universitaires, vieilles choses radotantes, qui sent la fin proche.
tandis qu'elle agonise, n'était pas publié quand j'ai écrit ça, mais on dirait que tout mène vers ses conclusions. Je disais donc que mes remarques semblaient toutes aller dans cette direction, mais je vous rassure pourtant, c'était une feinte, mes conclusions me mènent loin de cette extrémité. D'abord, le fantasme du carnaval a mené, je l'ai dit, à une littérature mettant en scène des enfants et des adolescents qui s'est renouée d'une certaine manière avec ce désir légitime de rester attaché à une culture populaire. Et cette littérature a eu des grands succès ces dernières années, qu'on pense à « Et au pire, on se mariera » de Sophie Bienvenue, à « Charlotte Before Christ » d'Alexandre Soublière, en passant par « La déesse des mouches à feu » plus récemment de Juliette Peterson. Et en fait, ces œuvres réussissent à s'attacher à une réalité populaire sans briser tout à fait institutionnellement le cordon de l'idéal littéraire. C'est comme si enfin on pouvait vivre un certain fantasme carnavalesque en étant dans une éternelle enfance. Donc, à cette adolescence s'ajoute dans les dernières années, et là plusieurs critiques l'ont noté, un exil de la ville. Nouveau régionalisme, néo-terroir, régionalité ou école de la Cienza, on a constaté généralement un départ de Montréal vers des lieux moins normés, moins universitaires, moins, pour reprendre l'expression de Nicolas Langelier, hyper modernes. Se joue alors chez Langelier, justement, ou chez Gabriel Anctil, par exemple, la découverte d'une culture de jeunesse, la découverte des us et coutumes d'un passé qui existe encore hors de la ville. Comme si véritablement une culture populaire y persistait. Dans plusieurs de ces œuvres de la région, cependant, c'est moins un nouveau carnaval qu'on découvre que la mise à distance de certains lecteurs modèles. Parce que partir de la ville et de ses institutions d'enseignement, c'est arriver là où n'est pas le spécialiste. La nuance est mince, on ne valorise pas dans ces romans régionaux la culture populaire, on n'y destitue pas la culture sérieuse, simplement on s'éloigne du dialogue auto-réflexif entre l'auteur et son critique. Le lecteur modèle que déploie Arvida, par exemple, ou le discours sur la tombe de l'idiot, ou enfin Épique, sont des lecteurs libérés, pour ainsi dire, du savoir légitime qui macule, et là c'est le cas depuis les années 1970, qui macule l'espace urbain. En contrepartie, des romans régionalistes comme ceux de François Blais, bien qu'ils se campent dans Grand-Mère, n'ont de cesse de dessiner un lecteur modèle montréalais. Et là, je ne me prêterai pas à l'analyse, puisque j'ai pas le temps et ce serait peut-être pas si pertinent, mais on peut voir que dans La Nuit des morts vivants, tout au long, il s'adresse à un lecteur montréalais par différents signaux, ne serait-ce que dans sa façon de décrire les rues. Clairement, il ne s'adresse pas à la communauté de Grand-Mère. Bref, il me semble que la pratique littéraire québécoise actuelle, c'est maintenant se sauver du critique jusqu'à ce que le critique la rattrape. Les multiples constats de la régionalité littéraire contemporaine sont à la veille d'en épuiser, si on veut, la franche gratuité. Enfin, j'ai cru bon de dire que la fin de la littérature québécoise n'est pas actuelle, mais que lui colle au papier néanmoins l'impression de marcher dans des décombres. C'est sans doute un sentiment lié à un état du discours. La littérature québécoise est faite, peu en doute. Son institution, son corpus de classiques, son histoire, ses célébrations, ses lecteurs, feraient aujourd'hui acquiescer même les plus rédhibitoires de ses détracteurs, disons Jules Fournier, à l'existence de cette littérature. Or, malgré cette littérature faite, un état de notre discours littéraire nous raconte une histoire qui a été faite. Notez le passé antérieur. Bien que nous n'en soyons plus aux vieilles nostalgies du début des années 1990, cette narration au passé antérieur a de quoi rendre mal à l'aise, d'autant que les œuvres de la génération qui a écrit dans les années 2000 dénoncent souvent et radicalement le nationalisme qui a été au centre de la proposition adjectivale de notre littérature. La littérature québécoise est née de la volonté de faire valoir l'identité du Québec, c'est un lieu commun. Ainsi, la littérature québécoise se faisait dans les années 1960-1970, elle a été faite au début des années 1980, et ensuite, on a eu de cesse de répéter que notre littérature est faite, avec, je le répète, deux sens distincts, elle est terminée et elle est condamnée. Penser ainsi notre littérature, c'est se refuser la continuité. J'ai déjà expliqué, cette continuité qui se pose des maîtres, des institutions, des filiations, paraît un peu indésirable. La littérature actuelle se situe après la littérature précédente et on conçoit une certaine fracture entre notre avant et notre après. Littérature postmoderne, littérature post-nationale, littérature post-québécoise, littérature post-référendaire et post-littérature. Néanmoins, et je terminerai là-dessus, il se peut qu'on réussisse dans les prochaines années, et ces dernières années, je crois que c'est déjà en marche, à distinguer le fil qui unit tout cela, à revenir sur les constats de rupture pour recoller notre histoire littéraire et les oublier, justement, ces ruptures.
Il s'agit de lire l'enthousiasme des critiques de Pourquoi Bologne, qui ont vu le retour d'Hubert Aquin. Il s'agit de constater la volonté d'Éric Dupont de renouer avec Rose la Tulipe et la Chasse-Galerie, allant tirer justement les fils de la continuité du plus loin de notre histoire littéraire. Il s'agit de constater comment on voit Régent Ducharme chez François Blais, sans que cela ne soit teinté de frustration, de dénonciation, comme chez, par exemple, Catherine Aubry-Caquier ou Monique Proulx. La littérature québécoise renoue et se rejoue donc, mais pas à la manière d'un éternel recommencement, pas comme si tout s'effondrait et se reconstruisait sans cesse, mais davantage à la manière d'une reprise, comme une reprise vidéo, des mêmes topoïs, des mêmes craintes, des mêmes mythes, comme pour s'assurer collectivement que la POC de notre littérature est bel et bien dans le net. Merci.